Hop, bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. Alors Frédéric Dabi, la fracture, et c'est pas la fracture sociale là dont parlait Jacques Chirac, il n'y a guère, c'est la fracture dans la jeunesse française. Livre très très intéressant que j'ai lu et dont vous parlez d'ailleurs. D'abord, je rappelle effectivement du 12 au 17 février 2021, donc l'IFOP que vous dirigez a entrepris une interrogation de 1500 jeunes, 1500 personnes selon la méthode des quotas bien sûr. Et ce que vous rappelez au début de votre livre, et moi ça m'a touché parce que j'étais à l'Express mais il y a longtemps, hein, c'était avant la Première Guerre mondiale, c'est vrai que l'Express avec Françoise Giroud avait commencé avec l'IFOP, d'ailleurs qui était le seul institut de l'époque, qui a commencé en 1957 et tous les 10 ans jusqu'en 1999 d'interroger la jeunesse. Et c'est François Giroud qui avait trouvé l'expression la nouvelle vague, qui a fait Florès avec le cinéma, Godard et compagnie. Mais alors justement, et vous, alors vous faites, voilà, 2021, c'est pas loin, c'était en février dernier, et puis vous constatez un certain nombre de choses qu'on va regarder. Mais je voudrais d'abord déjà non pas un bémol, mais évidemment jouer la vocale. Moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que vous commencez avec la mauvaise génération et l'effondrement du bonheur. Et la question était, estimez-vous que vous êtes heureux, très heureux, assez heureux, ou pas heureux, c'est la page 21 de votre livre, etc. Or, vous dites, on constate quand même, heureux, ils sont quand même 84%. C'est quand même beaucoup, bien Frédéric Dabi. Alors vous dites, oui, mais c'est un effondrement. Oui. Vous avez tout à fait raison, André, de rappeler ça. Et c'est vrai que c'est l'intérêt du livre. Moi, je suis sondeur depuis plus de 25 ans, mais je ne suis pas sondophile. Parfois, les sondages sont imprécis. Parfois, ils ne mesurent pas une réalité, même si c'est, selon moi, le meilleur moyen, plus qu'un réseau social, plus que des conversations au bistrot, de saisir ce que pensent les Français. Et c'est vrai que ce livre a la chance de bénéficier de cette profondeur historique, ces enquêtes nouvelles vagues qui permettent de comparer ces jeunesses. La fracture, c'est pas seulement la fracture entre les jeunes et les moins jeunes, c'est une fracture entre les jeunes d'aujourd'hui et les jeunesses passées, celle des années 80, la génération Mitterrand, celle des années 90, celle de la fin de l'histoire parce que le mur de Berlin s'était écroulé. C'est vrai, vous avez raison, 84%. C'est quand même énorme. C'est beaucoup. Mal. Mais comme toute question de sondage un peu fine, on ne pose jamais des questions de manière binaire. Oui, non, c'est en 4. Et c'est vrai que sur l'item le plus fort, c'est-à-dire je suis tout à fait heureux, on a perdu 27 points par rapport à 1999. Alors c'était une période spéciale. 99, c'était la dernière enquête nouvelle vague, croissance économique, un système politique qui plaisait, qui était déjà en même temps un peu de gauche, Lionel Jospin, un peu de droite avec Jacques Chirac, Internet qui arrivait, et des jeunes qui nous disaient que le monde était à portée de main, il y avait Erasmus. C'est vrai que là, depuis, les jeunes, vous avez raison, ce n'est pas misérabiliste, mais il y a une certaine... Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un feuilleton de notre génération, Chéri Bibi, qui disait toujours « fatalitas », fatalité. Eh bien, ils sont 30 points de plus qu'il y a 20 ans à dire qu'ils vivent dans une époque malchanceuse. Ils sont 25 points de plus à dire « je suis pas heureux » parce qu'ils ont encaissé des chocs. Le choc terroriste, la victimologie des attentats du 13 novembre sur les terrasses, c'est des 18-40 ans, ce sont des jeunes. Et le choc climatique. Terrasse, enfin, exactement, le choc climatique, le fait qu'ils se disent que c'est un enjeu pour lequel les politiques ne font rien, qui voient l'urgence et par rapport à ça, cet enjeu en déshérence. Et c'est vrai que le Covid a été, si je puis dire, la cerise sur le gâteau, et ça crée une véritable conscience générationnelle. Ils sont heureux, mais ils ont senti l'angoisse de l'avenir. Et vous dites, alors non, c'est plein d'enseignements, hein, le livre, je le recommande vraiment aux éditeurs de Sud Radio, parce que c'est bourré d'enseignements, et c'est intéressant parce que justement, il y a la perspective. On a beaucoup discuté, vous et moi, des sondages, mais au-delà de ça, c'est la mise en perspective qui est tout à fait passionnante ici, et justement, je voudrais que vous me parliez un peu, Frédéric Dabi, de cette génération, parce que en lisant votre livre, il y a quelque chose qui est frappant un peu partout. Ce n'est pas seulement les jeunes, mais on voit par exemple, vous savez, vous l'avez sondé, vous l'avez vu, la défiance vis-à-vis du politique, c'est pas nouveau, le Cevipof l'a fait, tout le monde l'a fait, vous aussi. La défiance envers le médiatique, il faut le dire aussi, je veux dire en tout cas avec les problèmes que ça pose. Et
aujourd'hui, avec Olivier, la défiance envers la santé. En tout cas, certains médecins de plateau ou autres, enfin, la santé en général, avant c'était la science, on ne touchait pas à la science. Est-ce que votre jeunesse, votre nouvelle vague 2021, elle est très sensible à ça, on le sent, c'est encore plus fort aujourd'hui? Oui, c'est vrai que par rapport au passé, et ça montre que le Covid n'a rien créé, mais il n'a fait qu'amplifier, ça a été un catalyseur de tendance, il y a un doute, plutôt qu'une défiance, mais un doute vis-à-vis de toute structure collective. L'État qui nous a pas assez protégés pendant le Covid. Les partis politiques dans l'incapacité à résoudre les sujets qui nous touchent. La crise climatique. Mais pas que. Il y a un verbatim intéressant que nous a livré une jeune fille qui est, quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, j'entendais mes parents parler de l'inégalité de salaire femmes-hommes. 20 ans après, le sujet est toujours, n'a pas véritablement bougé. Cette défiance vis-à-vis des structures collectives se voit, même si sur la science, je nuance un tout petit peu. Bien sûr, il y a eu une défiance sur le pass sanitaire. Les contradictions. Mais quand on a reposé la question de 1957, des acteurs en qui on a confiance pour changer les choses, eh ben, les politiques s'effondrent. Les journalistes sont plutôt bas, mais ils restent stables. Les scientifiques restent à un niveau élevé. Alors bien sûr, il y a eu ces scientifiques de plateau, cette cacophonie qui a pu crisper et rendre l'avenir incertain pour les Français et pour les jeunes, mais chez les jeunes, il y a quand même toujours un attrait pour la science. C'est plutôt une bonne chose sur la vraie science. Frédéric Dabi, comment vous avez procédé? C'est 1500. Vous avez fait des entretiens prolongés. Comment est-ce que la méthode? C'est intéressant de raconter la méthode. Vous avez raison de poser la question, André, pour comparer parfaitement ce qu'on a fait en 57. 68, juste avant mai, 78, 88, 99. J'étais déjà à l'IFOP, donc j'avais travaillé sur l'enquête de 99, ça ne nous rajeunit pas. On a reproduit le même protocole méthodologique. Seulement, on est passé du téléphone à Internet, ce qui est pas mal, parce que c'est le vecteur des jeunes, et il n'y a pas d'enquêteur face à vous, ou au bout du fil. Vous êtes seul face à votre smartphone, ou face à votre ordinateur. Il y a une plus grande sincérité. Donc, on a construit une mini-France de la jeunesse grâce aux données INSEE, qui nous donne vraiment une vraie cartographie de la jeunesse de France, mais il n'y avait pas que des questions fermées, il y avait également des questions ouvertes, où on leur a demandé de s'exprimer spontanément, par exemple, sur leur héros préféré. Et là, c'est intéressant de voir. Je donne ce simple exemple. Il ne cite aucun acteur contemporain de maintenant, donc ça montre cette défiance. Aucun. Il cite des acteurs, des figures de proximité, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, et des personnes qui se sont identifiées à une cause, puisque une des évolutions fortes par rapport aux années 90, c'est 40 points de moins sur il est nécessaire d'avoir un idéal aujourd'hui. C'est aussi bien Gandhi que Martin Luther King, que des personnes qui appartiennent à l'histoire. À l'histoire. C'est plutôt, vous dire, les Gandhi et Martin Luther King plutôt qu'un acteur contemporain, un Belmondo, exactement. etc. Ouais, c'est très intéressant. Et donc, en fait, vous avez, en fait, c'est une feuille de température. Exactement. C'est une carotte géologique pour pouvoir avoir cette profondeur historique, parce que moi, ce qui m'a donné envie de faire ce livre, c'est deux choses. D'abord, j'avais été un peu agacé qu'on accole des épithètes à la jeunesse sans vraiment la définir. Génération Charlie, génération Greta Thunberg, génération sacrifiée, génération indignée. Ils sont indignés, on va à mon avis en parler. Mais c'était trop réducteur. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'était un sondage, et d'ailleurs vous en avez parlé dans une de vos émissions, où 15 jours après l'assassinat de Samuel Paty, on a un tiers des jeunes qui disent « il a eu tort ». Il a eu tort de montrer des caricatures. C'est là où il y a la fracture la plus grande entre les jeunes et les moins jeunes, mais c'était l'idée de sortir des étiquettes. C'était l'idée de sortir des termes un petit peu réducteurs, même si on montre qu'elle a été sacrifiée, même si on montre qu'elle a souffert, on montre aussi qu'elle est absolument résiliente. Et je le disais, un sondage, ce n'est jamais parfait, mais cette profondeur historique, le fait d'avoir 1500 personnes, ça veut dire beaucoup de garçons, de filles, beaucoup de jeunes, beaucoup de profils différents. Les lycéens, les étudiants, les chômeurs, ceux qui travaillent, ceux qui sont même dans une start-up ou qui sont salariés, ça permettait d'avoir cette cartographie de la jeunesse. C'est les 18-30 ans, je rappelle. C'est bien ça. Tout à fait. Sachant qu'on parle parfois des primo-votants, qui sont les 18-24 ans. On a parfois essayé de spécifier des types de jeunes. On va en reparler avec vous, Frédéric Dabi, après les informations et avec les auditeurs de Sud Radio. Absolument. Ici sur Sud Radio, on parle jeunesse, et que vous soyez vous-même jeune, donc 18-30 ans ou moins jeune, vous pouvez nous livrer votre témoignage, ou parents, vous pouvez nous livrer votre témoignage, et Frédéric Dabi vous répondra jusqu'à 14h au 0800 6 300 300.
parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, nouvelle vague, parce que le premier sondage de l'IFOP pour l'Express sur la jeunesse française était paru en 1957 et ça a été le début du lancement de la nouvelle vague. Juste pour les auditeurs qui m'ont envoyé un tweet ou un message, on n'a pas d'émission culturelle aujourd'hui parce que Céline Alonso est malade, mais elle sera rétablie prochainement et nous reprendrons l'émission culturelle vendredi prochain, bien sûr, avec un spécial Liban. Et nous reprenons avec Frédéric Dabi et cette jeunesse tout à fait étonnante que vous décrivez dans son livre. Quand je dis étonnante, c'est parce qu'au fond, il y a toujours ces contradictions. C'est-à-dire qu'elle est à la fois, elle veut de la démocratie, mais elle veut aussi de la radicalité. Elle est abstentionniste, et vous le montrez, très fortement abstentionniste, mais à la fois, elle s'intéresse également aux problèmes de société. Et comment elle explique, alors dites-moi, au fond, elle dit oui, les élections, tout ça, elle est partie, ça ne sert pas à grand-chose, mais en même temps, il faut qu'on se mobilise sur l'environnement, etc., etc. Oui, alors déjà, c'est tout à fait ça. Elle est parfois ambivalente, elle est parfois en même temps. C'est vrai qu'elle, et c'est une ligne de force dans ce livre, elle réinvente l'engagement. Pendant longtemps, on a eu une jeunesse politisée. On fait, avec Stewart Shaw, mon co-auteur, une histoire des scrutins faits présidentiels, et l'abstention des jeunes, qui paraît maintenant une donnée presque naturelle, n'était pas de mise. En 81, en 95, en 2007, des élections présidentielles de changement, de renouvellement, de rupture, ce que disait Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, on a eu des jeunes qui ont voté autant, voire plus que l'ensemble des Français, tendanciellement. Et puis, on a... ça a été très fort. Oui, ça a été très... 2007, c'est le dernier scrutin français, 2 ans, 1 an et demi après le référendum du 29 mai 2005, où sur un texte compliqué, on a eu une mobilisation très forte des jeunes qui ont beaucoup voté. 70% de participation pour un texte élaboré par Giscard et qui devait passer comme une lettre à la poste. Et 55% de non. Exactement, et l'IFOP avait été l'institut qui l'avait donné, ce 55%, pour la petite histoire. Et c'est vrai que 2007, c'est un momentum où la jeunesse croit en la capacité du politique à changer les choses. Depuis, il y a eu des illusions sur des illusions, et c'est vrai que, et c'est très fort dans le livre, les jeunes disent que les solutions ne viendront plus de la sphère politique. Alors, il peut y avoir un retour de flamme. Ils croient à la magie présidentielle, ce moment où le pays s'arrête, où la campagne est un moment de rencontre entre les candidats et le pays sur des thèmes qui les concernent, et surtout dans un contexte, André, vous l'avez vu, jamais le folklore électoral autour de la jeunesse, la célébration de la jeunesse par les candidats, d'Emmanuel Macron à Anne Hidalgo, de Xavier Bertrand à Marine Le Pen, a été aussi fort. Peut-être ils sont 2 tiers à dire la présidentielle est une chance pour la France, mais au-delà de ça, ils ne votent plus aux élections régionales. Dans notre enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio et TF1, on voyait que 84% des 18-30 ans n'avaient pas voté, donc ils sont dépolitisés, mais ils ne sont pas désengagés. C'est les mêmes 84% qui sont heureux. Oui, peut-être. Mais on a 3/4 des jeunes qui nous disent « je suis engagé », c'est pas un mot anodin, sur la question du climat. Donc on a cette jeunesse dépolitisée, mais qui n'est pas désengagée. Mais alors comment vous expliquez, justement, c'est intéressant, surtout que vous suivez ça, Frédéric Dabi, et depuis combien de temps, et au jour le jour, comment vous expliquez que, par exemple, ils dissocient, d'ailleurs avec raison peut-être, leur engagement pour le climat de Europe Écologie Les Verts. On ne peut pas dire qu'ils votent massivement pour Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Alors, ils peuvent voter à des élections intermédiaires. Alors, c'est vrai que pour eux, le climat, c'est un enjeu en déshérence. Ils sont mécontents d'Emmanuel Macron. C'est une des seules dimensions sur lesquelles ils ont l'impression que rien ne bouge. Ils ne voient pas de différence particulière entre l'offre de gauche et l'offre de droite. Et Europe Écologie Les Verts, c'est quand même le parti qui bénéficie de la confiance la plus forte pour pouvoir faire avancer les choses en matière environnementale. Mais c'est la marque écologie, il y a le mot écologie. Quand on rentre plus qualitativement, il y a eu l'effet aussi un peu dévastateur des décisions, vous avez parlé des annonces un peu saugrenues de maires écologistes élus en 2020. Ils ont le sentiment que ce parti propose des solutions irréalistes, qu'il est
sectaire. Et justement, sur la question environnementale, il y a une véritable ode à l'action individuelle. Ils vont parfois dans des manifestations, mais ils croient surtout que c'est eux, à leur niveau. Et là, pour reprendre ce que vous dites sur la démocratie, il y a un principe de sape. Qui mieux que moi peut défendre mes intérêts? Et je crois de moins en moins à la représentativité, à la délégation du pouvoir, qui est à la base du principe démocratique. La solution, et d'ailleurs c'est le seul enjeu, où quand on demande qui peut faire bouger les choses, les citoyens, pour les jeunes, arrivent en tête, c'est l'enjeu environnemental. Très intéressant. Mais alors justement, quand vous dites c'est moi qui peux, c'est moi à travers les associations, est-ce que la dilection ou l'envie associative est très forte, c'est-à-dire se retrouver, etc. Oui, ensemble. l'association est peut-être la seule structure collective par rapport à l'État, par rapport aux partis, par rapport aux médias, par rapport à toute cette société de défiance dont vous parliez tout à l'heure, André. C'est la seule structure en qui ils ont une légère confiance. Ils sont quand même plus sur une action individuels des petits pas. Ils croient plus aux petits pas qu'au grand soir. Ils ne sont pas sur une logique sur la question du climat. C'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Ils le refusent. Et ils ne sont pas sur une logique qu'on peut appeler messieurs les Anglais tirer les premiers. C'est-à-dire, c'est d'abord aux Chinois, aux Russes, aux Américains de faire l'effort. Ils veulent que les choses avancent. Mais même si la France est le maillot jaune de la non-pollution par rapport au CO2. Ça ne suffit pas. Et c'est vrai que quand vous parlez tout à l'heure de radicalité, parce qu'ils ont le sentiment que les choses n'avancent pas assez, que le politique pense toujours l'environnement et le climat comme un enjeu à venir, dans une logique de procrastination, ils peuvent légitimer l'action collective violence. Ils sont quand même 52% à dire seule une part de violence peut faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas prendre le sondage au pied de la lettre. Ils sont même un quart à dire qu'ils peuvent mourir pour le climat. Heureusement, et Dieu merci, on n'a pas de vague de suicide, heureusement, mais c'est le reflet du sentiment d'urgence et du sentiment que les choses n'avancent pas. Mais justement, quand vous dites mourir pour le climat, c'est intéressant. Est-ce que, je le dis schématiquement, évidemment, plutôt très grossièrement, mais est-ce que mourir pour le climat a remplacé mourir pour la patrie d'il y a des décennies? Clairement oui. Clairement oui. Le mot il y a un chapitre sur les valeurs, les mots auxquels les jeunes croient le plus. Ce qui est intéressant, on a une sorte d'homogénéisation des valeurs entre l'ensemble des Français et les jeunes, avec des valeurs parfois traditionnelles, la famille, publicité, alors que dans la première enquête Nouvelle Vague de 1957, il y avait des conflits dans la famille, la place des femmes, la politique, le patriarcat. Maintenant, la famille est un lieu d'apaisement et de protection, toutes choses étant égales, par ailleurs. Mais maintenant, je ne sais plus ce que vous me disiez, mais c'est pas grave, j'ai perdu le fil, mais ça va me revenir. C'était par rapport aux valeurs, c'est-à-dire, quelles sont les valeurs? Non, je disais mourir pour la patrie, mourir pour le climat. Les mots préférés des jeunes et ceux du grand public sont très proches, mais le grand public met la France comme mot préféré, les jeunes, ce n'est qu'au 20e rang. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la France, mais l'idée du déclin, le doute sur la France, c'est accéléré. Dans la dernière enquête Nouvelle Vague de 1999, 3/4 considéraient la France comme une grande puissance mondiale. Ils ne sont plus que 51%. Vous voyez, la profondeur historique, quand on perd 24 points en 20 ans, il s'est passé quelque chose. C'est clair. Et alors justement, pour avancer là-dessus, c'est très intéressant. Est-ce que cette jeunesse-là, les 18-30 ans, les 18-24 ans et les 24-30 ans, est-ce qu'ils sont tous, vous avez parlé des flocons de neige, des snowflakes, que d'autres appellent les flaques d'eau. Et est-ce qu'il y a ce côté, oui, mais écoutez, surtout pas de conflit, surtout on se plaint de tout, on est victime, etc. On se plaint. Est-ce que la génération victimaire et plaignante est devenue, je dirais pas majoritaire, mais est devenue prégnante? Oui, oui, il faut le dire, ce sont des indignés permanents. Alors, Caroline Forest avait parlé de génération offensée. J'ai ressuscité le terme de M. Palahniuk, qui avait écrit le livre qui a été porté à l'écran, Fight Club, qui a beaucoup marqué toute une génération. C'est vrai que quand on leur demande comment va la société, elle est vue comme systémiquement, le mot a un sens inégalitaire et créatrice de discrimination. Alors que les autres générations voient bien sûr
des inégalités. En France, on a la passion des inégalités, la passion de détecter les injustices. Oui. Pour autant, chez les jeunes, c'est systémiquement, ce qui fait que des termes comme racisme d'État, moi je vous dis pas à titre personnel, j'enlève ma casquette fait de sondeur. Pour moi, le racisme d'État, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Allemagne nazie, ce n'est absolument pas notre pays. Mais il faut respecter. C'est ressenti comme ça. C'est ressenti. Le privilège blanc, et donc la jeunesse n'est pas woke, c'est un peu, ils ne connaissent peut-être même pas ce terme, mais elle match. Mais vous voulez dire que la croyance dans le privilège blanc, par exemple, touche 40% des jeunes. Touche 40%. Et c'est presque majoritaire chez les 18-20 ans, chez les lycéens, en Île-de-France. Et c'est vrai que cette jeunesse n'est pas woke, mais elle fait du wokisme sans le savoir, et elle match avec les deux principes du woke, les deux piliers du woke, qui sont la défense des minorités et le sentiment que la société est injuste et qu'elle discrimine. Ce qui, quand on tire le fil, ça explique que cette génération n'est pas Charlie, qu'elle ne comprend absolument pas le droit au blasphème. Ils ne font pas la distinction entre nous avons le droit de se moquer, critiquer les religions, etc. méchamment un principe et un dogme religion. Il est interdit de tenir des propos racistes ou discriminatoires sur une communauté. Ça, pour eux, c'est dans un contexte où ils disent qu'il ne faut pas offenser les religions, c'est absolument pas compris. Et puis, c'est le mot fracture du livre s'applique peut-être le plus fortement sur cette question-là, puisque là, c'est pas une guerre de génération entre les jeunes et les moins jeunes, c'est chacun est dans son couloir. Chacun a sa propre définition. On ne se comprend plus. Et ce qui est le plus symptomatique, c'est la manière dont on voit la question laïque. On parle de laïcité aux jeunes, on parle de laïcité au grand public. Ce n'est pas du tout la même définition. Non, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une fragmentation. Ça a été des bombes à fragmentation qui aujourd'hui ont opéré. On va en parler avec les auditeurs du Sud Radio, avec Frédéric Dabi, avec vous Augustin, tout de suite après ceci. Vous êtes peut-être parents, grands-parents. Est-ce que vous partagez l'analyse de Frédéric Dabi ou est-ce que vous ne vous reconnaissez pas dans cette analyse? Vous pouvez livrer votre témoignage au 0826 300 300 et vous aurez la parole dans un instant. Tous ces états. Et les jeunes parlent aux moins jeunes, et les moins jeunes parlent aux jeunes au 0826 300 300. Et nous sommes avec Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour Augustin, bonjour Monsieur Dabi. Bonjour Monsieur. Je rejoins une partie de votre analyse. Effectivement, je pense que les jeunes en réalité sont aujourd'hui blasés, mais pas que les jeunes. Quand vous voyez la proposition de loi qui a été faite, André Berkoff en parlant en début d'émission, sur un possible vote par correspondance, vous me direz, je ne sais pas quel subterfuge ils vont trouver pour justifier l'injustifiable. Oui, ce sera intéressant. Voilà, mais quand vous voyez qu'effectivement, malgré les débats depuis des années, on n'a toujours pas de dose de proportionnel, on n'a pas de grand débat régulier entre les deux présidentielles. Alors hier, ça a été une exception. J'ai remarqué d'ailleurs que l'audience a été plutôt très bonne pour M. Mélenchon, M. Zemmour. Par contre, quand on regarde celle de France 2, c'est catastrophique. Absolument. Pourquoi? Mais parce que vous aviez deux Eurogagas qui pensent à peu près la même chose. Il y a une feuille de papier à cigarette entre eux. Et donc, je pense que ça n'intéresse pas les gens. D'ailleurs, je pense que ce qui est important, c'est de voir le taux de confiance des médias des jeunes. Les jeunes regardent de moins en moins les médias. Mais vous avez un taux de confiance qui est l'un des plus faibles des pays de l'OCDE, 23%. Et ce qui est quand même inquiétant, ça c'est les sources Reuters. Et vous avez, comme disait Mitterrand, il n'y aura plus de grand président, c'est lui qui le disait après moi. Alors on a eu Jacques Chirac qui avait encore un peu les manettes, mais vous avez depuis, on a eu Hollande, on a eu M. Sarkozy avant, et puis maintenant on a M. Macron. Quid du bilan? Moi je suis désolé, je pense que les Français sont les idiots utiles, les cocus. Moi j'ai pas voté pour avoir McKinsey qui dirige la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. À quoi sert M. Macron, puisque c'est McKinsey qui prend des décisions. Donc en fait, que les Français payent pour ce cabinet. Ensuite, vous avez des gestionnaires en réalité, puisque les décisions, on le sait très bien, André, vous le savez, les décisions sont prises ailleurs. Ces gestionnaires, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, vous avez l'Union européenne, la feuille de route de l'Union européenne qui doit être tenue par ces mêmes dirigeants. Donc tant que les Français n'auront pas compris, tant qu'on n'aura pas retrouvé de souveraineté nationale, avec des coopérations comme ça a toujours été le cas auparavant dans tous les pays du monde, on ne changera pas la politique, c'est impossible. J'en termine là-dessus. Monsieur Zemmour nous parle d'immigration pendant 1 heure, 1 heure et demie. Mais il va faire comment s'en sortir de Schengen, Monsieur Zemmour, puisqu'il a dit clairement qu'il était contre un Frexit? Il va faire comment?
il pourra rien faire. C'est du bullshit. Alors écoutez, on va en parler, mais déjà le sentiment, Frédéric Dabi, ce que s'exprime Julien, c'est ce côté, effectivement, est-ce que c'est partagé, ce côté de dire, écoutez, on s'en sortira pas autrement. Est-ce que par exemple sur l'Europe, parlons de ça, c'est intéressant. Sur l'Europe, qu'est-ce qu'ils pensent, ces jeunes que vous avez... Alors c'est très intéressant. Ils rejoignent notre auditeur Julien sur l'envie d'avoir des débats, ne pas supporter la non-différenciation entre les principales offres électorales. Et une des raisons pour lesquelles les jeunes, les moins jeunes, les 25-30 votent de moins en moins. Les primo-votants peuvent voter, c'est la première fois. Ils découvrent, il y a l'acte de vote, il y a le rituel de l'isoloir. C'est vrai qu'un vote par fait correspondance, j'ai pas d'avis là-dessus, mais casse ce rituel fait républicain. Mais les 25-30, quand ils nous font dans des enquêtes qualitatives un retour sur expérience des 2-3 derniers quinquennats, ils sont très sévères sur le mode. On a été trahi par Nicolas Sarkozy, François Hollande, ça ne valait pas mieux, et Emmanuel Macron a suscité de la déception. Emmanuel Macron est plutôt bien vu chez les 18-24, moins vu par les 25-30 ans. Mais par contre, là où les jeunes sont en décalage avec le grand public et ce que nous dit Julien, autant le grand public, c'était notre enquête IFOP fiduciale pour le JGD et Sud Radio sur la radiographie de l'électorat RN a basculé dans la France du non, et très majoritaire à dire que la France a perdu sa souveraineté. Les jeunes sont assez pro-européens, et surtout, c'est peut-être la seule catégorie, avec l'électorat d'Emmanuel Macron, à voir la mondialisation comme une bonne chose. Parce que pour eux, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain d'expérimentation, et là, ils sont en décalage avec l'ensemble des Français. Oui, c'est ça, alors que la majorité des Français ne sont pas du tout sur cette longueur d'onde. Augustin. Absolument, nous avons d'autres appels, dont celui d'Angèle, qui nous appelle de Marseille. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Angèle. Oui, bonjour madame. Bonjour messieurs. Donc moi je voulais faire un commentaire, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Allez-y. Concernant l'instauration d'un vote par correspondance, alors moi ce que je pense c'est ce qui va leur permettre de maintenir jusqu'aux élections et pendant le vote le pass sanitaire. Car sauf erreur de ma part, ils ne peuvent pas interdire aux citoyens non vaccinés de voter. Ce qui pourrait constituer... Et ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Hein. Oui. Ce qui pourrait constituer une invalidation de l'élection. Donc, une fois de plus, ils essayent de détourner, de traficoter les lois pour maintenir les Français le plus loin possible et le plus longtemps possible sous le joug numérique étatique. Je voulais dire aussi que les Français, il faudrait qu'ils se réveillent... Juste un mot, Angèle, c'est encore une proposition de loi, hein, ça n'a pas du tout été adopté. Non, mais c'est une proposition de loi, mais c'est très sérieux et grave. Oui, donc, les Français, il faudrait quand même qu'ils se rendent compte de ce que va être leur vie avec un multipass sanitaire, une super carte d'identité. Alors, je vais donner des exemples. Le sanitaire... On aura votre crédit sécurité sociale, votre consommation de santé, climatique carbone, on aura le type de votre voiture. Si vous avez une piscine... Le pass carbone, oui, c'est prévu. Voilà. Le pass climatique. Le pass sécuritaire, parce qu'ils vont y arriver. Où étiez-vous hier ? Où êtes-vous allé passer vos vacances? Pourquoi vous vous rendez dans telle ville 2 fois par semaine, peut-être pour aller voir votre amant? Le financier, pourquoi pas le financier? Êtes-vous solvable? Et le professionnel, quelle est votre profession? Qui vous voyez? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc moi, je voulais dire que je serai attentive à tout candidat à la présidentielle qui s'engagera fermement à annuler l'utilisation des passes, quel qu'il soit. N'en déplaise, alors je rejoins le monsieur de tout à l'heure, n'en déplaise au cabinet McKinsey et à toutes les start-up numériques et autres boîtes de sécurité qui se sont engouffrées dans ce marché pour marchandiser la mise en numérisation des Français. Voilà. Alors, justement, mais en fait, il n'y a pas que les Français. En fait, c'est intéressant. Jean Ferrat et Aragon chantaient que la femme est l'avenir de l'homme. Vous pensez que la Chine est l'avenir de la France. Frédéric la jeunesse est l'avenir de la France. Il y a peut-être quand même un danger de ça. On ne peut pas écarter d'une chiquenaude ce que dit Angèle, surtout pas. Il y a un problème de numérisation de la société qui est posé. Quoi. Bien sûr, il y a beaucoup de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, qui souffrent, qui expriment une véritable souffrance. Je le dis, que cette part de la France, des Français, est
minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'elle ne compte pas. On n'est pas dans une logique électorale où ce qui va dépasser 50% est intéressant, le reste ne compte pas. 15-20% de Français qui expriment cette difficulté, qui voient cette fracture numérique, c'est parfois territorial. Hein. Non, mais la France rurale, au-delà de ça, est-ce que vous pensez, et justement je reviens aux jeunes et à votre livre, les jeunes n'ont pas ce problème. Alors justement, non mais est-ce que parce qu'il y a un problème que disent d'ailleurs des jeunes, enfin des gens de Wall Street et d'ailleurs et de Washington, le problème posé de la numérisation de la société. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, j'ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un problème. Vous voyez, par exemple, tout le monde travaille pour la libération du cash et qu'on ne soit que en carte de crédit, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas justement de perspective, sans aller jusqu'à l'apocalypse, mais de perspective à la chinoise, de traçabilité. Il y a cette inquiétude-là, et pour vous dire, on travaille avec la société Brinks depuis quelques années sur le cash. Alors bien sûr, il y a cette tendance à ne plus avoir de monnaie sur soi, mais quand on interroge les Français sur une disparition pure et totale du cash, ils la refusent massivement, y compris les segments les plus à l'aise sur des questions numériques. Je reviens sur le vote par correspondance. Vous avez raison, André, de dire ce n'est qu'un projet de loi. N'importe quel député de base peut faire une proposition. Je pense que ça ne passera pas à moins de 6 mois du vote. Mais le problème, même si on peut se dire, le gouvernement, ces différents députés, vous avez cité des députés socialistes, sont sensibles à la question abstentionniste et se disent, on va travailler sur les vecteurs de vote, sur les moyens de voter pour améliorer la situation. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas qu'une question de levier, de vecteurs, de moyens, c'est une question de finalité du vote. On voit dans le livre qu'il y a une logique de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, c'est combien de jeunes pensent que voter, c'est vain parmi les abstentionnistes aux élections régionales, quasi 1 sur 2 était sur cette logique d'inutilité du vote. Vous qui aimez la chanson, il y a une chanson de Gainsbourg chantée par Jane Birkin qui s'appelle L'Aquaboniste. Ils sont aquabonistes. À quoi bon voter? Mais justement, la présidentielle, c'est d'une nature un petit peu différente. C'est la logique, appelez-moi le patron. On vote pour le patron, donc ça veut peut-être... pour la patronne. Et ça vote... Qui tient les manettes. Voilà, ça vaut peut-être le coup. Mais ce travail de SAP sur l'acte de vote, c'est particulièrement inquiétant. Et je pense qu'un vote par correspondance, même s'il est transparent, aux États-Unis, je crois qu'il n'y a pas eu de fraude, contrairement à ce qui a été dit. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir, ça peut inquiéter, mais on travaille sur le symptôme, pas sur la cause profonde. Ouais, c'est ça. En tout cas, Angèle, je tiens à vous rassurer, le pass climatique, ce n'est qu'une proposition dans une revue scientifique pour l'instant, évidemment. Mais Angèle a raison de s'en inquiéter. Quand je parlais de la numérisation, je ne parle pas de la peur de la boîte de Pandore. Il ne faut pas confondre. Hein. Non, mais on est d'accord. Ça n'a rien à voir avec la fracture numérique. Hein. Non, on est deux d'accord. choses différentes, effectivement. Ça n'a rien à voir. Merci Angèle. Nous avons un autre appel de Romain qui nous appelle d'Agen. Oui, Romain. Romain, à qui on donnera la parole dans un instant, parce qu'on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Une petite feinte, Romain, mais c'est bon, vous êtes avec nous au 0826 300 300. Bonjour, vous nous appelez d'Agen. Bonjour, Romain. Oui, bonjour, Romain. Bonjour, Romain. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour André, bonjour à votre invité. Alors moi, la question que j'aimerais poser, et je vais rajouter quelques commentaires, c'est savoir si les jeunes, au fur et à mesure des études qui ont été effectuées, ont été pris pour des cons. Plusieurs exemples qui se rapprochent avec l'actualité. Tout d'abord sur les chiffres que tout le monde a vus sur le débat entre Zemmour et Mélenchon, notamment sur la fraude fiscale. Pardon. Oui. Et, la fraude sociale. La fraude sociale, voilà. Pardon, fraude sociale estimée, à attraper 1 milliard, mais qui est estimée par Charles Prats à 50 milliards. Et qui, bien évidemment, dans son second livre, va également remettre une couche sur la fraude fiscale, sans oublier, bien évidemment, la fraude sociale. Un autre point pour lequel les jeunes sont pris pour des cons, Hidalgo, la maire de Paris, qui va sur la colline du Crac, qui nous vend tous les jours le vélo et qui finalement y va en voiture. Pareil, on a l'impression d'être pris pour des cons. Et enfin, un dernier point sur celui du pass sanitaire. Est-ce que, pas le pass sanitaire, mais le pass climatique, est-ce que ce sera les mêmes qui contrôleront les fameuses cartes vitales, la différence entre les 67 millions et les 72 millions qui ont été... voilà. Donc voilà, j'aimerais savoir si les jeunes, au fur et à mesure des études, au fur et à mesure des années, ont le sentiment d'être pris pour des cons. Moi, je le suis.
Alors, Frédéric Dabi, voilà, notre auditeur nous dit, l'impression, est-ce que, franchement, à travers on va la poser comme ça, à travers votre enquête, est-ce que les jeunes, quelque part, sont pris pour des cons? Je ne reprendrai pas ce terme. Ils ont souvent l'impression de ne pas être respectés dans leur choix et de voir ce qu'ils souhaitent le plus, à savoir les choses changer, ne pas avancer. J'ai parlé de la question climatique, de l'inégalité homme-femme, et ils ont une vision pure politique. Ils sont moins sur un tous pourri. Oui, ils disent comme ça que les hommes politiques ne sont pas honnêtes, mais ça prête pas à confusion. Ils sont plus sur un tous impuissant. Ils sont impuissants à changer ma vie. Ils sont impuissants à régler les grands problèmes. Alors, le côté tromperie, je parlais tout à l'heure de la forte participation de 2007. Entre le référendum de 2005 et cette forte participation, un an après, le traité de Lisbonne fait passer le référendum alors que les Français n'en voulaient pas. C'est quelque chose qui peut être vu comme anecdotique maintenant, mais beaucoup de Français, non pas les plus jeunes, mais les plus de 40 ans, nous le citent comme un acte lourd de la défiance qu'ils ont vis-à-vis des politiques. Mais les jeunes veulent vraiment des choses qu'on retrouve chez les Français. Ils veulent des promesses tenues, ils veulent un cap. Ils veulent parfois que les politiques disent « je ne sais pas ». Un des leviers de la popularité très forte d'Édouard Philippe lors du premier confinement par rapport à une Sibeth Ndiaye, par rapport à un Olivier Véran, c'était, il disait parfois « je ne sais pas ». Nous ne savons pas. Et ils attendent un discours de vérité. L'honnêteté, c'est pas seulement l'intégrité, c'est une honnêteté intellectuelle. Juste avant de donner la parole, je voudrais qu'Augustin va poser une question. Et juste savoir, mais justement, ces jeunes, quand ils disent « bon, écoutez, ils sont impuissants, probablement », est-ce que, oui, alors c'est très bien de dire ça, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils se prennent en main? Est-ce que c'est une génération, en fait, qui est plutôt victimisée en disant ouais, on n'est pas bien traité, on a ceci, cela, on nous... les flocons de neige victimaires, ou appelez-le comme vous voulez, mais est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont prêts, ou certains, à se prendre en main, et manifestent cette volonté de se prendre en main, de dire débrouille-toi. Je trouve qu'ils se prennent en main. Je trouve que, en fait, à travers leur engagement individuel sur la question environnementale, ils se prennent en main. Il y a un résultat qui m'a frappé. Ils sont 3/4 à dire les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Ils sont, comme l'ensemble des Français, contre ce qu'on appelle, un peu rapidement, l'assistanat, qui, il y a encore 10 ans, André, était un peu cantonné chez les sympathisants de droite. De la droite, maintenant, la gauche le pense, les jeunes le pensent. D'ailleurs, les 18-24 ans ont particulièrement, pas tous, mais plutôt apprécié la fameuse sortie d'Emmanuel Macron il y a maintenant 2 ans et demi sur si vous traversez la rue, vous trouverez un emploi. Les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui galère, qui avait un stage être interrompu, qui est plutôt dans une recherche d'emploi, et bien sûr nettement moins bienveillante. Alors je voulais revenir sur ce que disait Julien qui nous parlait de la perte de confiance dans les médias auprès des jeunes, mais alors comment s'informent-ils? Alors ce qui frappe, et vous le savez, c'est la fin des grandes messes collectives, c'est la fin d'une uniformisation de la manière dont les jeunes et les moins jeunes s'informent. Il y a encore parfois dans les familles la messe du 20h, mais ça s'est absolument effondré. Il y a, comme dit mon ami Jérôme Fourquet, aussi une archipalisation de la manière dont les jeunes s'informent. Alors ils ne sont pas monosources, même s'ils vont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils le picorent, ils font leur marché. Ce qui nous fait quand même peur citoyennement, c'est que la question de la vérification des faits leur passe quand même largement au-dessus de la tête. La question de l'émetteur qui informe. Souvent, on dit ce que tu es est si fort qu'on n'entend pas ce que tu dis ou qu'on ne croit pas ce que tu dis. Eh ben, ils ne sont pas sur cette logique-là. En tout cas, ils sont là également en fracturation forte avec l'ensemble des Français. Oui, sachant même s'ils influencent les Français. Sachant, quand même, et vous le savez très bien, et l'histoire le montre, que dans le média dit mainstream, etc., il peut y avoir autant de fausses informations que sur les réseaux sociaux, chacun effectivement suivant sa dilection. On a Augustin. Absolument, nous avons d'autres appels au 0826 300 300 et nous filons à Vabre avec René. Bonjour René. Oui, bonjour messieurs. Vous avez sûrement une question. Bonjour René. Bonjour monsieur. Un petit salut fraternel en passant. Merci. Voilà. Ce que je voulais parler des abus sociaux, là. Oui. Le mot m'échappe. De la fracture sociale, oui. Oui, exactement. Voilà. Oui, alors dites-moi.
Voilà, je voulais parler de ça et également des questions qu'on pose aux jeunes. La plus rapide, c'est encore les questions qu'on pose aux jeunes. Si on pose des questions aux jeunes, à Passy ou à Vabre, il est sûr que vous n'aurez pas les mêmes ambitions. Et je dis ambition parce que j'ai pas envie de dire les mêmes dégoûts. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc je pense que quand on fait une enquête sur les jeunes, il faut aller un petit peu partout en France. Et pas seulement dans des quartiers où les jeunes sont susceptibles de répondre ce qu'on veut entendre. Alors, en ce qui concerne les alors, attendez, René, c'est intéressant. Frédéric Dabi va répondre, parce que c'est une question de méthodologie. Vous dites, on est allé là ou là, Frédéric. Je vais vous répondre, monsieur, et merci de me permettre de le dire. Une enquête telle qu'on a faite pour ce livre, La Fracture, on a essayé d'être parfaitement représentatif de la jeunesse. Par exemple, on n'a pas interrogé que des jeunes des beaux quartiers ou des quartiers populaires. Les 24% de jeunes qui vivent en commune rurale ont été, si je puis dire, ont été représentés. C'est ça la force d'un sondage par rapport à des mobilisations sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une certaine représentativité en termes de sexe, en termes d'âge. On n'a pas fait que des 18-20, on a fait chaque tranche d'âge a été respectée en termes géographiques et en termes d'agglomération, parce qu'on peut dire la géographie, ce n'est pas suffisant. Les régions, c'est pas suffisant. Il faut aussi aller dans cette France périphérique, dans cette France qui n'est pas dans les 18% de l'agglomération parisienne. Donc on a en plus rajouté un quota de niveau d'éducation, puisqu'on sait très bien que des jeunes qui sont moins diplômés vont moins répondre à des enquêtes que des jeunes diplômés. D'accord. Oui, alors, oui, René. Ils n'ont pas grand-chose à voir, finalement. C'est plutôt le dégoût de ce qu'ils voient, de ce qu'ils constatent. C'est plus ça qu'il faut... C'est ça qui est important. Moi, j'ai 86 ans, hein, j'ai pas 25 ans. Et donc, je fréquente beaucoup les jeunes parce que dans mon milieu... on fréquente beaucoup les jeunes, on s'entend pas bien. C'est bien. Et donc j'entends ce qu'ils disent. Je les vois réagir aux actualités, aux décisions ministérielles, à toutes ces choses. Ils s'en foutent, mais comme de leur première chemise. C'est même pas croyable. Vous comprenez, ils sont complètement indifférents à tout ça. C'est pas de l'indifférence, c'est un océan d'indifférence. Excusez-moi, René, vous vivez où? Vous êtes dans quel... Vabre, dans le Tarn. Dans le Tarn, d'accord. Voilà. D'accord. Et juste pour terminer, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous attendent, René, mais vous avez une seconde question. Oui, allez-y. Voilà. Alors, c'est un exemple. Hein. Oui. J'ai vécu en tant que voisin avec un copain, voilà, dont le père était tunisien. Oui. Et quand son père a pris la retraite, il est reparti donc dans son pays, ouais. Et il est mort là-bas. Et comme sa retraite était virée sur un compte chèque postal ici en France, le copain n'a pas signalé la mort de son père, et pendant 7 ans, il a touché la retraite. Alors, je voulais savoir s'il y a quelque chose qui avait été fait pour éviter ça. Bah, écoutez, si vous écoutez Charles Prats, le magistrat qu'on a reçu en première partie de cette émission et qu'on recevra encore le 15 octobre, c'est justement tout le problème ce que lui dit 50 milliards, effectivement, de fraude sociale. C'est que beaucoup de gens, malheureusement, et trop de gens, il y a eu des fraudes comme ça, c'est-à-dire beaucoup de gens, des centenaires, etc., qui étaient morts depuis 20 ans et qui touchaient encore leur retraite. Ça, malheureusement, c'est pas un cas spécifique et on se demande et on espère qu'un jour, les politiques vont vraiment s'en emparer et faire quelque chose. Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Je crois qu'il est temps. Hein. Ben, il est temps, oui. Mais c'est quelque chose qui a été constaté, vu. Lisez le bouquin de Charles Prats de ce point de vue, le cartel des fraudes. Il parle de tout ça avec beaucoup de chiffres et beaucoup de précision. Merci, René. Merci beaucoup. Et vous continuez. Je voudrais saluer je voudrais juste saluer quelqu'un de chez vous. Oui, dites-moi. Et je voudrais juste dire un petit bonjour et puis dire que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est à Madame Elisabeth Lévy. Voilà, j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer. Et vous avez raison. J'en profite pour lui dire. Voilà. Très bien, ce sera transmis, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Vous avez encore un quart d'heure. Loin de nos studios, on va à Montrouge avec Christian qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Christian. Oui, bonjour Christian. Bonjour. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Berkoff. Bonjour. Je voulais parler
En quelques secondes simplement, de la question de la nation, de la question de la France qui a été évoquée dans le sondage et qui faisait état d'une certaine indifférence de la jeunesse par rapport à la France. Et je pense que c'est spécifique de la jeunesse à peu près toutes les époques. Je dois dire que moi, personnellement, lorsque j'étais jeune, je n'étais pas très sensible à tout ce qui concernait la France, mais qu'avec le temps, au fur et à mesure que j'ai vieilli, mon rapport avec la France a évolué en quelque sorte. J'ai pas mal voyagé à l'étranger, et là, quand on va à l'étranger, on se rend très nettement compte que l'on est français, alors qu'en France, évidemment, on s'en rend beaucoup moins compte. Ouais. Et on m'a fait des remarques, j'ai été amené à réagir, à me poser des questions, etc. Et mon intérêt pour l'histoire de mon pays, l'histoire de France, évidemment, a changé avec le temps. Et je pense que donc, il faudrait prendre, par exemple, tous les jeunes que vous avez interrogés à propos de ce sondage et les reprendre dans 10 ans, par exemple, pour voir l'évolution. Mais là, c'est une très très belle ambition, Christian, mais c'est très très compliqué. C'est ce qu'on appelle faire un panel. Mais vous avez raison. Je sais bien que c'est impossible. Je sais bien que ça peut être possible sur un petit nombre de jeunes. Oui, c'est ça, mais je faisais cette remarque parce que, si vous voulez, je ne l'ai pas remarqué seulement sur moi, je l'ai remarqué sur de nombreux camarades également. Alors, si je puis vous répondre, vous avez raison, il y a peut-être un rapport distancié à toutes les époques sur la France. Je disais quand même que dans les années 80-90, on avait 3/4 des jeunes qui disaient « la France est une grande puissance mondiale ». On n'en a plus que 51%. La question du déclin, qui fait partie de l'imaginaire de personnes plutôt un peu plus âgées, qui vont être sur une nostalgie, sur un âge d'or. On connaît le livre de Raoul Girardet, Mythes et mythologie politique, qui permet de voir cette question du déclin, à maintenant, je dirais, contaminer la jeunesse. On a 64% des jeunes qui disent que pour eux, la France est en déclin. Cette France qui tombe, elle vient pas elle a été aussi amplifiée par la période Covid, le juin 40 sanitaire, le vaccin qui n'arrive pas. Et là, on n'a pas pris en compte cette affaire triste de sous-marin qui fait douter les jeunes. Alors que, par le passé, en 2005, on avait 85% des jeunes qui disaient la France a beaucoup, 90%, la France a beaucoup d'atouts. Ils ne sont plus que 73%. Donc il y a une distance, mais il y a aussi une perception objective d'une France qui a reculé. Alors je voudrais prolonger ce que dit Christian. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, vous ne l'avez pas posé comme ça, bien sûr, la fierté d'être français. Vous savez, on dit, voilà. Est-ce que cette fierté d'être français, elle existe encore significativement ou pas? Alors oui, et c'est exactement ce que vous me disiez. Excusez-moi, Christian. Oui, allez-y, Christian, allez-y. Je ne voudrais pas parler de la fierté d'être français, c'est une autre affaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'avec l'âge, on se rend de mieux en mieux compte de ce que l'on doit à son propre pays. Ce n'est pas seulement valable pour la France, c'est valable pour tous les pays. Et je l'ai constaté, puisque je suis enseignant et j'ai pas mal voyagé à l'étranger, et je me suis aperçu de ce phénomène auprès des étudiants d'autres pays également. Mais quant à la question, si vous voulez, décliniste, cette question décliniste, elle ne concerne pas que la France. Si vous allez par exemple en Angleterre, vous avez le même sentiment. Si vous allez en Espagne et en Italie, vous avez exactement la même réponse. Donc il ne faut pas, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas trop focaliser cette question du déclin sur la France seulement. Je pense que ce serait plutôt beaucoup de pays européens, en tout cas, qui sont d'accord. Nous sommes d'accord, Christian, là-dessus. Je réponds quand même à votre question, André. On a posé la question de la fierté d'être français, et c'est un peu comme sur le bonheur. Ce qu'on disait, 71% des 18-30 ans sont fiers d'être français. C'est une nette majorité. Quand au même moment je pose la question auprès du grand public, on est à 83%. 12 points de décalage. Mais je suis très fier, parce que bien sûr, une question de sondage, il faut prendre les items les plus polarisés. On a 21% seulement des jeunes contre 39% de l'ensemble des Français. Et une autre manière aussi de voir si on est heureux, voir si on se projette dans la France de demain, c'est est-ce qu'on serait prêt à connaître le bonheur hors de l'Hexagone. Et par rapport à 1957, il y a 30 points de plus de
de oui. On passe de 10 à 40%. Ça reste minoritaire, mais ce n'est pas rien. Mais la preuve, c'est les milliers, dizaines de milliers de diplômés français qui vont à l'étranger et qui s'installent à l'étranger. Hein. Ça, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et on ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, qu'on n'est pas fier, mais c'est une autre manière de concevoir sa vie dans une logique de mondialisation. Tout à fait. En tout cas, il y en a qui sont encore en France et qui nous appellent nous sommes avec Olivier qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Monsieur Davy. Bonjour Olivier. Et en fait, je vais aborder deux sujets. Je voulais avoir l'avis de Monsieur Davy sur le débat Éric Zemmour-Mélenchon hier, ce qu'il en a pensé. Oui. Et sur l'histoire des sous-marins, parce qu'en fait, c'est pas la première fois on est sadomasochiste en France de se faire avoir à chaque fois. Il faut se rappeler l'histoire des avions cargo ravitailleurs qu'Airbus avait remporté un contrat aux États-Unis. Ça a été cassé par la justice et le département d'État américain parce que Boeing se sentait lésé. C'est en train d'être rejugé, on va encore se faire avoir. Mais si on prend l'industrie de l'armement française, il faut savoir que les Américains, ça fait à peu près plus de 50 ans qu'ils essayent de tuer, par exemple, Dassault et le Rafale. Donc à chaque fois qu'on essaye de vendre, d'exporter des armes de haute technologie, on a toujours les Américains derrière nous qui essayent de nous pister, de nous casser. Vous aviez dit une chose juste, monsieur Berkov, sur l'histoire des chiffres d'affaires examinés par les Américains. Il y a une société qui s'appelle Palantir, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Palantir a été fondé par Peter Thiel, un proche milliardaire qui avait fondé PayPal et qui était le soutien de Donald Trump. Et Palantir est une société de big data et de métadonnées qui analyse, qui œuvre pour une douzaine d'agences gouvernementales américaines. D'accord. Donc même plus, on se doute évidemment le département d'État américain doit être derrière. Et c'est eux qui examinent tous les contrats possibles et imaginables, c'est ça? Je serais convaincu parce qu'en fait, c'est une société qui a fait son introduction en bourse, mais non une IPO, mais c'est un truc différent, il n'y a pas très longtemps, en 2020, et qui a été lancé par Ocasio-Cortez, il y a la démocrate opposante à Trump. Voilà. Comme quoi, la grande adversaire de Trump, Ocasio-Cortez et Peter Thiel, comme quoi les affaires sont les affaires. Hein. Disais ce que vous dites, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment penser français et arrêter d'être un toutou, parce que quand je vois Macron, pour moi c'est un caniche de Biden, pour être clair et net. Il a pas de colonne vertébrale. D'accord, on va en parler, mais je voudrais que Frédéric David réponde peut-être justement à votre question. D'abord sur peut-être le débat et le souverainisme français. Oui, alors le débat, je n'ai pas donné un avis personnel. Il y aura des prochaines enquêtes IFOP fiduciales pour Sud Radio pour voir la popularité d'Éric Zemmour, celle de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, ça a été un débat de contraste entre deux visions extrêmement différentes. Et je le disais, pour la jeunesse, les Français aiment les confrontations. Il y a eu quelques moments. Deux visions du monde, ce ne sont pas les seuls. Hein, mais c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, c'était plutôt bien joué en acceptant ce débat, a voulu apparaître comme le réceptacle de l'anti-zémourisme, parce qu'il ne faut pas oublier que Éric Zemmour est une personnalité qui est très clivante. C'est celui dans notre balise de la semaine dernière qui a le plus grand nombre de Français qui me disent « je ne voterai jamais pour lui », et donc ça peut être bénéfique pour lui. Éric Zemmour, c'était un véritable baptême du feu. Il a quitté définitivement son statut de journaliste. Il a fait une sorte de mue, sans être pour autant fait candidat. Et c'est vrai qu'affronter une figure telle que celle de Jean-Luc Mélenchon, vu comme un bon débatteur, un bon bretteur, mais également une personnalité qui devient de plus en plus repoussoire. Il ne faut pas oublier à quel point son image s'est disloquée depuis la fameuse perquisition et d'autres événements qui ont réactivé cette perception. Chacun a essayé de, montrer sa vision du monde. Maintenant, attendons les prochaines enquêtes. Sur la question des sous-marins, je vais être très très rapide. Oui, je parlais du déclin. Voilà un épisode qui sera présent lors de la campagne présidentielle dans un contexte où les Français s'intéressent de plus en plus aux questions internationales et qui devra rebondir. Merci beaucoup. Frédéric Dabi, La Fracture, lisez-le, la jeunesse française 2021. Et il est en librairie, et je rappelle que tous nos invités sont à retrouver sur notre chaîne YouTube, Berkov dans tous ses états, et puis on revient